Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, nous débutons cet entretien, l'entretien avec la professeure Amamazama. Je suis vraiment très honoré de pouvoir l'interroger et passer ce moment de discussion avec elle et j'espère que vous allez aussi en apprendre davantage. Amamazama, bonsoir. Bonsoir. Mais, Merci pour cette invitation et merci pour cette opportunité. donc, on va passer cette demi-heure ensemble pour en savoir plus sur vous et ce que nous allons découvrir de vous en tant que chercheur, en tant que infatigable éducatrice. J'ai envie de dire partout dans le monde, mais particulièrement effectivement sur le continent américain et africain. Et donc, ça nous fait vraiment grandement plaisir de vous avoir avec nous. Donc, pour ceux qui découvrent ou ceux qui redécouvriront la professeure Amamazama, eh bien, elle est professeure agrégée et directrice des programmes d'études supérieures du département d'études afro-américaines de Temple University à Philadelphie. Professeure Amamazama est la directrice de l'enseignement de camitologie à l'ICAD, qui se situe en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément. Elle conduit donc une équipe d'enseignants et de chercheurs africains en camitologie. Amamazama, professeur, a obtenu son doctorat avec la plus haute distinction de la Sorbonne Nouvelle à Paris 3, diplômé de la Sorbonne avec la plus haute distinction en linguistique pour son doctorat. La professeure Amamazama a enseigné à l'Université du Texas en Pennsylvanie, Pennsylvania State University, avant d'arriver à Temple University en 1993. Elle s'est imposée comme la principale représentante de l'origine africaine de la langue guadeloupéenne en deux livres, Langue et identité en Guadeloupe, une perspective afrocentrique et une introduction au créole guadeloupéen. La professeure Amamazama est la rédactrice en chef du journal of Black Studies. Ses publications paraissent dans des revues sur trois continents, bien connue en tant que consultante pédagogique pour l'infusion de contenu africain dans les écoles américaines. Amamazama a écrit plusieurs ouvrages pour les enseignants, en plus de ses travaux universitaires sur la philosophie et la théorie afrocentrique. Deux encyclopédies coéditées, l'Encyclopedia of Black Studies et l'Encyclopedia of African Religion, ont été saluées pour leur travail de pionnier par le National Council of Black Studies. Ces travaux universitaires critiquent la domination et les philosophies hégémoniques, révèle les bases culturelles, linguistiques et religieuses de la culture caribéenne, en particulier le vaudou, et examine les méthodes culturelles et critique l'établissement d'une éthique de justice et d'équité. J'espère ne pas avoir fait de faute, ou en tout cas pas avoir fait trop d'oubli, Non, professeur. non, non, non. Je veux juste préciser que depuis le 1er juillet, je suis en fait directrice du département euh, d'Africologie et d'African American Studies à Temple. Donc, c'est Bon, une promotion, si vous voulez. Merci. Félicitations. Alors, je le disais en début de cet entretien, en fait, professeur, ce qui nous intéresse particulièrement comme échange avec vous aujourd'hui, c'est tout votre parcours en tant que chercheur. On n'en parle pas assez. Vous avez fait de grandes choses. On a l'impression effectivement que euh, on avait zappé ce côté sur l'introduction au créole guadeloupéen, par exemple, alors que ça fait très longtemps que vous travaillez sur ces questions-là. Je vous laisse nous parler de ce parcours de chercheur que vous avez brillamment eu et que vous continuez à avoir. Il y a, je pense que ça commence en Guadeloupe, hein, quand je m'intéresse déjà aux questions d'histoire, de culture. Et ça continue quand je pars en France, bien sûr, et ça culmine avec mon doctorat, ma thèse, en fait, les recherches que je fais pour ma thèse en linguistique à la Sorbonne Nouvelle. Euh, et puis bon, ça continue. Je pars aux États-Unis. Donc, en fait, j'ai un coup de foudre, je dois dire, pour la linguistique. J'étais partie pour faire des études de lettres modernes et de philosophie. Et dans le cadre des études de lettres modernes, il fallait prendre des cours de linguistique. Et quand j'ai pris ce premier cours de linguistique, je m'en souviendrai toujours, je me suis dit, c'est vraiment ça. C'est ça que j'aime. C'est là que je dois être. Et donc, j'ai bifurqué et je me suis orientée donc vers la linguistique et j'ai donc un doctorat en linguistique de la Sorbonne Nouvelle.
qui me permet, dans ma thèse, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le rapport que nous avons en Guadeloupe avec notre langue, et qui est un rapport conflictuel, d'une part, à cause de justement l'hégémonie française, à cause du colonialisme, etc., qui nous a gavés d'idées extrêmement négatives sur nous-mêmes et qui utilise notre langue pour nous inférioriser. Et je me rends compte qu'en fait, le discours sur la langue, c'est le discours sur toute la culture d'un peuple. Et en fait, c'est un discours sur le peuple lui-même, dont l'humanité est remise en question, dont la perfection est remise en question, etc., etc. Donc, ça m'intéresse beaucoup, donc le rapport entre identité et langue, parce que je me rends compte aussi que bien qu'il y ait donc tout cet aspect négatif, il y a aussi un attachement très sincère que nous avons pour notre langue. Euh, et par exemple, émotionnellement, quand on se trouve dans une situation chargée, eh bien, c'est cette langue-là qui sort. Et, et c'est pas autre chose. Vous voyez, euh, quand on est fâché, c'est cette langue-là qui sort. Quand on est très content, c'est cette langue-là qui sort. Quand on veut raconter une blague, c'est cette langue-là qui sort. Quand on veut affirmer une affection particulière pour quelqu'un, c'est cette langue-là qui sort. Donc, cette notion de langue maternelle, en fait. Et bon, j'ai continué à travailler. Donc, je passais 5 ans sur ma thèse. J'ai fait des enquêtes sociolinguistiques en Guadeloupe. Et après avoir terminé ma thèse, soutenu ma thèse, je suis partie aux États-Unis. Au départ, je suis partie aux États-Unis parce que je voulais vraiment parler anglais couramment, lire l'anglais couramment, parce que je me rendais compte que les chercheurs qui étaient dans ce domaine qu'on appelait la créolistique, en fait, à 95%, ils écrivaient en anglais. Et donc, je suis partie aux États-Unis avec comme objectif de parfaire mon anglais. Et puis, une fois arrivée aux États-Unis, bah, je me suis fait piéger. J'y ai trouvé un travail et j'y suis restée. Parce que de toute façon, je ne voulais pas être restée en France. Je n'aimais pas la France, je n'aime pas la France. Mais je m'étais dit que bon, j'allais rentrer en Guadeloupe sans savoir exactement ce que j'allais faire en Guadeloupe avec un doctorat en linguistique, travailler dans le système éducatif euh, euh, contrôlé par la France coloniale, c'était pas évident. Donc, c'est aussi pour ça que bon, je suis restée aux États-Unis 1 an, 2 ans, 3 ans, puis j'y suis maintenant depuis un bon moment, plus de 30 ans. Depuis plus Et de donc, 30 c'est ans. là que j'ai fait, plus de 30 ans, ouais. Alors, Donc, c'est professeur là que j'ai, Amamazama, oui. oui, pardon, Mhm. professeur Amamazama, donc vous avez choisi effectivement ben, les États-Unis, vous dites que vous vous êtes piégé par cela, et puis vous avez développé évidemment un certain nombre de choses dont on va parler tout à l'heure. Euh, Est-ce que à un moment donné, vous vous êtes dit, bon ben, je vais pas rester aux États-Unis, mais j'irai courir l'Afrique et pourquoi pas effectivement enseigner là-bas? J'y ai beaucoup pensé. C'était ça au départ que mon projet. Mais je me suis dit, bon, avant d'aller m'installer quelque part, j'ai besoin d'aller voir ailleurs un peu comment ça se passe. Et je voulais, comme je disais, je voulais vraiment parler couramment anglais, lire l'anglais couramment. Je voulais aussi aller à des colloques pour voir un petit peu ce qui se passait. Tous ces gens dont je lisais les travaux quand je faisais mes recherches, j'avais envie de les rencontrer. Et puis, comme je vous dis, je me suis fait piéger. C'est là que c'était un peu la facilité. Il y a un travail, après je me suis mariée, après j'ai eu des enfants. Donc, bon, quand on est plus seul, on est obligé de prendre tout ça en considération. Je suis arrivée aux États-Unis, le sac au dos. Euh, Quand on a des enfants, c'est compliqué. On est obligé de déposer le sac et puis se dire, bon, j'ai quand même ces vies-là entre les mains, je suis responsable, il faut que je puisse m'occuper d'eux. Euh, je n'aimais pas l'idée d'élever des enfants aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment extrêmement difficile. J'ai fait de mon mieux en n'envoyant pas mes enfants à l'école, déjà, en n'ayant pas de télévision, en essayant de contrôler un peu ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Mais oui, j'ai eu envie
maintenant, vous parlez à des frères, des sœurs sur le continent et puis ils vous découragent. J'avais un bon ami, il m'a dit, moi, je n'ai pas été professeur de linguistique au Gabon et je n'ai pas été payé depuis 6 mois. Bon, on réfléchit, quoi. Il y a une réalité sur le terrain qui fait que on est obligé, encore une fois, quand on est responsable d'enfants, d'une famille, on est obligé de prendre ça en considération. Absolument. Professeur Abamazama, vous avez vu, enfin, vous avez plus de 30 ans de carrière aux États-Unis. Aujourd'hui, 30 ans après, vous vous retrouvez directrice de ce département important à Temple University. Vous avez vu des centaines d'étudiants. Qu'est-ce qui, depuis votre parcours, vous interpelle à chaque fois, à chaque année, dans le parcours effectivement de ces étudiants? Ils viennent à la recherche de quoi? Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents cours que vous enseignez et puis ce que vous faites au niveau de votre département à Temple University aujourd'hui? D'accord. Donc, au niveau de mon département, je fais un cours depuis assez longtemps, qui est un cours sur le paradigme afrocentrique. Le département d'africologie de Temple University est un département historique, car c'est dans ce département que le premier programme de doctorat en ce qu'on appelle Black Studies a été créé, avec une particularité euh, unique, à savoir que nous sommes un département afrocentrique. Vous Et allez pouvoir nous expliquer c'est quoi oui, afrocentrique tout à l'heure. l'afrocentricité s'est développée à partir des années 1980. Euh, et l'idée, c'est quoi? C'est que il y a eu un mouvement dans les années 60, 70 pour ce qu'on appelle l'établissement des Black Studies. C'est des étudiants, des membres de la communauté, des professeurs noirs qui sont fatigués qu'il n'y a absolument rien dans les programmes universitaires américains qui parlent des Noirs. Donc, ils se battent. Parfois, certains sont emprisonnés, certains meurent. Donc, le combat est âpre, j'insiste là-dessus, euh, pour imposer aux universités l'introduction de ce qu'on appelle les Black Studies. Donc, ça se fait dans le feu, le sang, la résistance, mais ça se fait. Mhm. Et c'est ainsi que le département à Temple University est créé en 1970, quelque chose comme ça, 1969. Mais donc c'est bien, maintenant on va avoir des cours sur l'histoire, la culture des Noirs. Mais ce qui n'est pas réglé jusqu'à maintenant, c'est la question de la perspective. Est-ce que on utilise toujours les mêmes théories développées par les chercheurs européens, eurocentriques, et on les applique à l'expérience des Noirs, ou est-ce qu'on va essayer de développer un paradigme qui est le nôtre et qui fait que quand nous nous étudions de notre propre point de vue. Ça, c'est l'afrocentricité. Ce qui se passe dans la plupart des départements de Black Studies aujourd'hui, c'est ce que je viens de décrire, à savoir, nous on appelle ça des slave studies, où on vous dit que votre histoire commence en 1619, quand les Blancs vous ont amené aux États-Unis en tant qu'esclaves, etc., etc. Et donc, ça, c'est le discours, la narration eurocentrique, qui fait tout commencer par l'irruption des Blancs dans notre existence. La perspective afrocentrique dit que notre histoire a commencé bien avant 1619, a commencé en Afrique avec le début de l'humanité, le début de la civilisation humaine. Donc, notre histoire est beaucoup plus longue et beaucoup plus riche. Et surtout, quel que soit le phénomène qu'on analyse, on l'analyse de notre point de vue, Mhm. sans imposer justement ce regard péjoratif dont je parlais par rapport à notre langue que les Français nous ont imposé. Donc, on se débarrasse autant que l'on peut de ces oripeaux coloniaux et néocoloniaux pour nous regarder tels que nous sommes et mettre nos propres valeurs au centre de notre réalité. Alors, Donc, c'est pour professeur, ça que oui, oui. oui. Alors, juste, vous avez rencontré effectivement durant votre parcours également des personnes importantes. Vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, beaucoup de personnes que Mhm, vous souhaitiez rencontrer. Vous allez nous donner quelques noms tout à l'heure. mhm, Et vous dites aussi dans votre propos que c'est un combat d'hier, mais c'est aussi un combat d'aujourd'hui. mhm. Mais est-ce que
évidemment, les États-Unis par rapport au mouvement civique, au mouvement des Noirs, eh bien, il y a toute une histoire, évidemment, qui commence avec de grandes personnalités. Euh, Ce mouvement, comment vous le qualifiez effectivement par rapport à ce qui se passe sur le continent africain aujourd'hui, dans la tête des jeunes Africains que vous côtoyez beaucoup, même si vous n'êtes pas dans la tête de chaque jeune Africain, évidemment, mais vous avez une pensée particulière que vous développez évidemment avec toute cette jeunesse. Euh, D'abord, toutes ces personnalités importantes que vous avez rencontrées et tout ce parcours de combattant finalement que vous avez pu mener avec d'autres enseignants à Temple University et ailleurs aux États-Unis. Je vais revenir brièvement justement sur ces colloques de créolistes auxquels je commence à aller quand j'arrive aux États-Unis. Et je me rends compte qu'en fait, que je n'ai rien à faire là. Que les questions que je pose, ces questions, les questions de recherche que je pose ne sont pas celles que mes collègues européens posent. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que je m'achemine vers l'afrocentricité. Je me rends compte que les problématiques eurocentriques ne peuvent pas être les miennes parce que je ne suis pas européenne. J'explique ça. Vous voyez, donc oui, j'ai rencontré des créolistes, mais à la limite, ça n'a aucune espèce d'importance parce que ces gens-là, en fait, j'ai commencé à les éviter. Je ne suis plus allée à leurs colloques. Je suis allée à d'autres colloques où on se retrouve maintenant entre intellectuels noirs, n'est-ce pas, et maintenant entre intellectuels afrocentriques, où on pose d'autres questions. Et donc, euh, quand vous me posiez la question sur les étudiants, c'est vrai, il y en a des centaines qui sont passés. Et ce qui me frappe et me plaît et me motive pour je suis devenue directrice de ce département, c'est pour continuer ce combat-là, continuer à construire. C'est justement cette quête de pertinence épistémologique et culturelle. C'est vrai qu'ils sont à la recherche de leur vérité, de notre vérité en tant que peuple africain. C'est vraiment ça, l'afrocentricité, c'est vraiment ça le département d'Afrique. C'est vraiment ça l'africologie. Et pour rebondir sur le programme en camitologie, justement, nous proposons, euh, en français pour le moment malheureusement, des études en camitologie. On ne l'appelle pas africologie parce que bon, le terme Afrique pose problème à certains. On parle de camitologie où maintenant, justement, on retourne à nos racines culturelles anciennes, quelque chose qui n'existe pas dans le système universitaire africain, ou que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. Donc, il s'agit d'une révolution vraiment épistémologique que nous appuyons sur Cheikh Anta Diop, nous appuyons bien sûr sur l'afrocentricité euh, et d'autres textes extrêmement importants qui permettent d'avoir une nouvelle approche de notre réalité en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel, mais D'accord. aussi dans la vie quotidienne. Ouais. D'accord. Alors, professeur, comment sont vus vos travaux, donc à l'extérieur effectivement de votre département, de Temple University, parce que vous rayonnez beaucoup sur cette jeunesse afrocentrique, ou en tout cas celle qui se cherche et qui veut absolument effectivement avoir cette base-là. Comment sont vus vos travaux? Parce que ce que vous faites effectivement à Abidjan, et puis, enfin, vous êtes en ligne, donc forcément c'est partout dans le monde, mais vous êtes, enfin, l'école est particulièrement à Abidjan, si je ne m'abuse. Comment sont vus vos travaux par vos autres collègues? Est-ce qu'ils y participent? Euh, est-ce que vous pouvez nous Quand, en dire quand un vous peu dites, plus? quand vous dites mes autres collègues, vous parlez de À qui? Temple University, bon, ils savent ce que vous faites, ils savent comment vous rayonnez. Bon, Et... Oui, oui, bon, écoutez, nous sommes tous censés être sur la même page idéologique. Les gens qui viennent travailler dans le département sont afrocentriques, donc ils voient d'un bon œil ce que je fais, ce que d'autres font. Chacun fait dans la mesure de ses moyens. Le programme en camitologie est extrêmement intéressant, mais il n'est possible que parce que justement, il y a une étroite collaboration avec l'équipe d'Abidjan, l'équipe de Kemet Mahat Abidjan, que je remercie d'ailleurs au passage et que je salue parce qu'ils font de grands efforts pour pouvoir proposer autre chose. Vous voyez, on ne peut pas continuer, on se plaint de l'abrutissement dans lequel on est. Donc, il s'agit de répondre justement à cette crise, d'avoir une crise au niveau éducatif. Nous avons des diplômes, mais je dis bien qu'être diplômé, ce n'est pas être éduqué.
vous voyez. Donc, nous avons des diplômes, ça, nous en avons en pagaille, mais nous ne sommes pas éduqués ici. Éduquer signifie se connaître soi-même, être en phase avec sa réalité historique, culturelle et biologique. Nous ne sommes pas éduqués. En fait, tout le système éducatif, hein, que nous subissons, ou scolarisé, ou universitaire, scolaire, universitaire, subissons, a comme objectif, entre autres, de nous éloigner de nous-mêmes et Et de nous rendre inutiles à nous-mêmes et voire dangereux à nous-mêmes. Vous voyez? Nous posons alors, les mauvaises questions. Oui, allez-y. alors, c'est très important ce que vous dites effectivement, professeur. Euh, vous avez eu effectivement ben, ce parcours, j'ai envie de dire classique comme la majorité d'entre nous. Effectivement, vous avez été à l'école ben, en Europe et puis vous avez continué Mhm, effectivement aux États-Unis, tout ça. Que dire justement à cette jeunesse qui a envie de venir et de suivre vos cours et qui en même temps suivent un chemin classique, quoi, finalement, ce qui est, entre guillemets, pardonnez-moi de l'exprimer ainsi, mais reconnu actuellement, c'est ça, mhm, donc le système mhm. éducatif tel qu'il est fait, Bien que ce sûr. soit dans le système français ou américain. Est-ce que effectivement c'est quelque chose qui peut aller en parallèle entre les cours qu'on peut suivre effectivement avec vous, avec le centre à Abidjan et le parcours classique? Écoutez, je pense qu'il viendra un moment, bon, c'est vrai qu'il faut assurer l'alimentaire. Euh, Ça, je le comprends bien, je le comprends bien, c'était ma réalité, c'est celle de tout le monde. En gros, c'est un peu comme ça aussi que le système nous piège, hein. Je parlais d'un piège. Euh, Notre formation en camitologie n'a pas pour objet de préparer des individus à chercher un travail. Notre formation, c'est pour préparer des individus qui vont créer leur propre emploi, un emploi qui sera bénéfique à notre communauté. Les, cette légitimité ou cette crédibilité du diplôme européen, à mon avis, n'est utile à 90% des cas que lorsque vous cherchez un travail. Donc, vous allez voir un employeur, vous lui dites, voilà, j'ai ça. Vous montrez le morceau de papier avec votre nom dessus. Mais dans une autre perspective, où nous devons créer nous-mêmes notre réalité en créant des institutions, en créant des entreprises qui vont dans notre sens. Vous voyez, euh, je ne pense pas qu'un système parallèle soit une bonne idée. Hmm. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche que nous proposons, ce n'est pas, ça peut même devenir insupportable parce que ce que nous proposons comme connaissance, comme approche, est aux antipodes vraiment de ce que ce système classique, entre guillemets, exige. Vous voyez? Euh, donc, ça devient vite insupportable. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail des programmes que vous proposez à l'ICAD? Les programmes que nous proposons à l'ECAD, il y a donc un premier diplôme, euh, le CESHO, qui est l'équivalent, si vous voulez, d'une maîtrise qui se fait en 2 ans à raison de 3 cours par semestre, ou bien on peut aller à son propre rythme, on peut aller plus lentement. Euh, et si l'on souhaite, après les 2 ans, on peut continuer en SECHNESO, c'est l'équivalent du doctorat, si vous voulez. Et ça, bon, ça prend 2, 3 ans, le temps qu'il faut pour faire un travail de recherche solide. Euh, voilà. Donc, notre paradigme, c'est l'afrocentricité. Donc, par exemple, le premier semestre, les étudiants vont prendre un cours sur la théorie et la méthodologie afrocentrique, justement pour un cours que je fais, pour justement les ancrer bien dans ce paradigme. Ils prennent aussi un cours de Medu Nature et ils prennent aussi un cours sur l'histoire et l'historiographie éthiopienne. Ça, c'est le premier semestre. Ça, c'est pour leur donner les bases dont ils ont besoin. On Mhm. continue au deuxième semestre où je fais en particulier un cours sur les grands mouvements de la pensée contemporaine africaine. Où on part du panafricanisme et l'on arrive aujourd'hui avec le mouvement Kamit pour la renaissance africaine. Ce qui est très intéressant parce que nous sommes en plein dedans, nous faisons partie de ce mouvement-là, donc c'est intéressant de prendre un peu de recul et de se regarder. Mais c'est vraiment une source d'inspiration, on se dit, parce que même
cette formation que nous proposons fait partie de ce mouvement pour la Renaissance africaine. Nous ne pouvons pas imaginer que nous allons nous remettre debout avec le système éducatif que nous subissons aujourd'hui. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que nous proposons autre chose. Et donc, il y a encore un cours en Nature, il y a un cours d'histoire de l'Afrique antique. Après, cela continue avec, on est dans le 3e semestre, il y a encore un cours de Nature, un cours sur l'Afrique impériale et un cours sur religion et spiritualité et renaissance africaine. D'accord, très bien. Voilà. Et ça, ce sont des cours qui sont donnés, professeur, en ligne, donc En accessibles ligne, partout. Voilà. absolument, Et donc, on peut suivre à absolument, tout moment et puis à son rythme. absolument. On peut prendre Voilà. un cours à la fois. Quand on a fini, s'inscrire à un autre cours. Nous avons aussi développé un système de cours à la carte, si vous voulez, qui permet à chacun d'aller à son rythme pour pouvoir satisfaire les exigences du programme. Parce que c'est vrai, certains étudiants nous ont dit, bon, moi je travaille, j'ai une famille, 3 cours, c'est quand même beaucoup, c'est intense parce que le niveau est élevé. C'est d'ailleurs aussi pour ça que nous avons proposé depuis ce semestre un cours de mise à niveau pour les étudiants qui ont peut-être quitté l'école depuis un bon moment, etc., qui se sentent un petit peu rouillés intellectuellement, euh, afin qu'ils puissent justement, pour les aider à acquérir les bases qui leur permettront de réussir et de profiter au maximum des enseignements que nous dispensons. Bon, alors, professeur, Donc, une étudiante ou un étudiant, effectivement, enfin, ceux qui regardent ce passage avec nous aujourd'hui est très intéressant, qui veut à la fois rencontrer la professeure Amama Zama à Temple University et qui veut à la fois, effectivement, suivre ses cours à l'ICANN. Quel conseil donneriez-vous, effectivement, à ces étudiantes et à ces étudiants? À tous ceux qui veulent faire. qui ont soif de savoir. D'ailleurs, une question, professeur, est-ce que vous avez rencontré durant votre parcours, cette trentaine d'années, donc est-ce que vous avez rencontré pas mal d'Afro-Antillais, d'Afro-Caribéens qui sont venus justement, pas beaucoup, hein? Oui, oui, des Caribéens, oui, hein, de la Oui, Jamaïque, du Guyana, oui, mais de la Guadeloupe, non, jamais, non. De la jamais, Martinique non jamais, plus. non plus, jamais, jamais, jamais. Des Haïtiens, oui, parce qu'il y a pas mal de Haïtiens aux États-Unis. Euh, j'ai un de mes étudiants, d'ailleurs, qui a soutenu sa thèse il y a peut-être un an avec moi, qui travaillait sur justement la révolution africaine en Haïti. Il a fait sa thèse là-dessus. Il a réexaminé ce chapitre très important de l'histoire d'Haïti, de son pays. Donc oui, il y a des Caribéens, mais pas de la Guadeloupe ou de la Martinique, malheureusement. Et je pense que c'est probablement une question de langue. Et Mhm. c'est aussi pour ça que, comme je vous disais, qu'on a créé le programme en camétologie, qui est en français, malheureusement pour le moment, euh, Alors, quand vous dites justement pour malheureusement pour le mettre. moment, c'est vous souhaitez effectivement développer, je suppose, euh, en langue, je veux dire, avec toutes ces multitudes de langues que nous avons effectivement en Afrique, vous souhaitez effectivement développer peut-être les cours dans les langues africaines, en anglais aussi peut-être. Comment Ou, vous voyez l'avenir? bon, on aimerait, mais ça, c'est vraiment long terme parce que ça Mhm. demande ça va demander tout un processus. Mais c'est de nos objectifs de pouvoir faire nos cours dans une langue africaine, de préférence le Swahili. Oui, D'ailleurs, le dernier semestre, il y a une introduction au Swahili pour nos étudiants. Donc, d'accord. il faut qu'on s'éloigne, qu'on commence vraiment à s'écarter du français, etc. Mais pour le moment, c'est ce qu'on a, on utilise ça, mais on sait bien que ça ne peut être que temporaire. On ne peut pas parler de renaissance africaine, de spiritualité africaine, et on est en plein dans le français, quoi. C'est une contradiction. Comme je dis, bon, pour le moment, on est dedans, mais vous voyez, c'est un pas après l'autre. C'est Voilà, un pas step après by l'autre. step. Ouais. Professeur, mes deux dernières Voilà. questions, hein, je ne sais pas si Linda et Ouais. Christelle ont une question pour vous. Alors d'abord, euh, pour les femmes qui sont dans la science, qui sont dans la recherche, moi personnellement, vous m'inspirez. Je trouve ça vraiment, je trouve votre parcours vraiment très brillant et ça inspire. Euh,
Vous disiez au début de cette entrevue que ben, quand on a des enfants, ben, on fait plus comme on voudrait. En tout cas, il faut se poser et puis c'est se structurer par rapport à la famille aussi. Mhm. Euh, il y a énormément de femmes scientifiques, chercheurs sur le continent africain et partout dans le monde. Il n'y a pas beaucoup d'exposition justement de ces chercheurs et de ces femmes scientifiques. Un mot pour ces femmes-là et je sais pas, est-ce que il y a aussi là peut-être certainement quelque chose à faire pour qu'il y ait une représentativité qui soit ou une représentativité ou une reconnaissance. Mais la reconnaissance sans action ne sert à rien, on en convient. Mais comment effectivement propulser ces femmes chercheurs et scientifiques qui donnent tant, tout comme vous créez des choses, vous ne faites pas, comme on le dit un peu vulgairement, que recracher ce qu'on a appris à travers les profs, mais vous faites vraiment de la recherche, vous apportez des choses nouvelles dans le domaine de la science et dans le domaine de la recherche. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à toutes ces femmes qui Oui, existent déjà et qui veulent devenir aussi chercheurs et ouais. scientifiques de renom? C'est compliqué parce que nous sommes vraiment dans un monde qui est dominé par les hommes. Vous voyez, et c'est ça qui est un obstacle, ce patriarcat vraiment sauvage et qui ne va jamais avouer qu'il existe, mais qui est là et qui justement freine les opportunités qui nous sont offertes et tout. Mais je pense que la solution, c'est à nous à nous organiser vraiment. C'est vraiment à nous à nous organiser. Rien ne nous empêcherait, par exemple, de créer un journal, une revue académique, qui serait pour nous, les femmes africaines, qui faisons des recherches, qui nous permettraient de publier nos recherches. Rien ne nous empêche de le faire. Il n'y a pas de problème sans solution. Et quand on voit un problème, il faut proposer une solution. Donc, vous me donnez une idée là. Oui, Euh, très belle oui, idée. oui, c'est une très belle idée. Il faut que nous créions nous-mêmes les plateformes qui nous permettront de nous exprimer. Et avec la digitalisation des plateformes de publication, c'est beaucoup plus facile. Ça coûte moins cher Merci. et c'est On a faisable. On a le docteur Linda Marie-Clémence Agbo qui confirme, elle dit que c'est une belle idée, qui est Oui, avec tout nous. à fait, tout à fait. Merci, merci beaucoup Linda. Et puis une dernière question aussi, et j'inviterai Christelle et Linda si elles ont des questions pour vous. Mhm. Euh, il y a, vous le savez mieux que moi, ce phénomène de mode où le panafricanisme, en veux-tu, en voilà, ou des jeunes qui se réclament du panafricanisme, etc., etc. C'est un phénomène de mode pour beaucoup. Euh, Qu'avez-vous envie de dire à cette jeunesse et au moment où justement vous créez ces formations où si tu te dis que tu es comme ça, ben écoute, d'abord, sache qu'il Mhm. faut apprendre. Exactement. Qu'est-ce Mhm. que vous dites à toute cette jeunesse dans Ouais, cette mode où on est panafricain sans savoir ce que c'est? exactement. Ça, c'est vraiment extrêmement dangereux parce que se dire panafricain, ça ne veut vraiment rien dire. Il n'y a pas de consensus sur ce qu'est le panafricanisme. Il y a toutes sortes de définitions contradictoires. Donc, quand on se dit panafricain, déjà, faire preuve de rigueur intellectuelle. Qu'est-ce que c'est? Quand je dis que je suis panafricaine, qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, c'est très clair. Je suis panafricaine, ça veut dire que je cherche l'unité de mon peuple sur des bases africaines, d'un point de vue afrocentrique. Qu'est-ce que je veux avoir en commun avec quelqu'un qui se dit panafricain ou panafricaine et qui est marxiste, qui est féministe, qui est, je sais pas quoi encore, chrétien, musulman? Comment on va partager cet idéal d'unité? Donc, il y a un travail, une réflexion intellectuelle qu'il faut vraiment faire. Et puis, ne pas se cacher, c'est devenu une espèce d'étiquette qui nous permet justement de ne pas poser les problèmes en profondeur. Et donc, c'est très, très dangereux, cette histoire de vogue panafricaine. J'ai essayé de poser la question à une conférence à laquelle j'étais au Cameroun et j'ai observé des réactions assez hostiles parce que c'était une invitation à interroger le panafricanisme et aussi à admettre l'échec du panafricanisme. Si le panafricanisme qui existe depuis, disons, 1900 avait comme objectif l'unité de l'Afrique,
nous sommes obligés de reconnaître que le panafricanisme a échoué parce que l'Afrique n'a jamais été autant morcelée. Et donc, c'était une invitation à mes collègues. Qu'est-ce qui ne va pas dans le panafricanisme? Qu'est-ce qu'on doit revoir pour justement arriver à atteindre l'objectif des États-Unis d'Afrique, auquel Et nous aspirons tous et toutes? alors, et entre panafricanisme et influenceur, on n'est pas sorti de l'auberge. Non. Et tout ça, c'est beaucoup de, non, c'est beaucoup de paresse, c'est beaucoup de Oui. paresse intellectuelle et on choisit la voie de la facilité, euh, vraiment. Mais il faut être sérieux, il faut faire une analyse sérieuse du panafricanisme. Quand je dis moi, je suis panafricaine, mais je peux vous dire ce que ça signifie. La plupart de ceux qui utilisent cela ne savent même pas quand ça a commencé. J'étais vraiment étonnée. Une année, j'étais en Haïti et puis un petit groupe de jeunes qui sont venus me voir me dit, nous avons créé un groupe, le groupe des panafricains d'Haïti. J'ai dit, bon, c'est très bien. Et puis, je commençais à bavarder avec eux. Puis, je me suis rendu compte qu'ils ne connaissaient absolument rien de l'origine du panafricanisme. Ils ne pouvaient même pas citer les noms des gens qui avaient créé le panafricanisme. C'était vraiment désolant. Mais ils étaient très fiers du groupe qu'ils avaient créé. Donc, c'est peut-être le mot de la fin en tant que chercheuse, je dis, il faut que nous fassions notre travail de recherche et que nous le fassions sérieusement, ce que en anglais on appelle do our homework. Ce n'est pas très compliqué, mais nous devons le faire si nous sommes sincères par rapport à ce que nous souhaitons pour notre continent bien aimé. Merci infiniment. Est-ce que Christelle et Linda veulent dire un petit mot au professeur Amamazama? Oui, Alors j'aimerais faites-nous bien. signe. Oui, c'est Bonsoir bon, vous Christelle. m'écoutez? Oui, bonjour à tous. Donc, je me Bonsoir. présente. Bonjour, professeur Mazama, Christelle Panot, présidente Bonjour. d'Africa Monde au Togo, actuellement résidente au Royaume-Uni. Donc, par votre parcours, il y a un certain nombre de choses qui m'ont interpellée aussi également sur mon chemin de vie, hein, ou si quand on veut partir dans un système francophone pour se retrouver dans un milieu anglophone, voilà, pour un peu élargir sa connaissance de l'histoire de l'Afrique, hein, parce que nous ici, on a également la Black History Month qui se déroule au mois d'octobre, mais qui est fortement inspirée de celle qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est aussi un autre ratio par rapport à l'histoire de l'Afrique. Hein. Donc, là, c'est vrai que c'est très tendance en ce moment de parler d'africanisme, de panafricanisme, voilà, quoi, de rendre ses legs de noblesse à l'Afrique. Mais j'ai vu que par rapport à votre formation, c'était avec des éléments très ludiques. Donc, je tenais à vous remercier pour ce programme qui a été présenté. Et puis, ben, pour tout le travail de fond que vous avez eu à faire jusqu'à présent, hein, parce que c'est vrai que je ne vous connaissais pas. Je vous découvre aujourd'hui, mais je suis Merci. voilà, agréablement surprise. Et puis, voilà, quoi. Donc, voilà, l'éveil se fait, voilà, en Afrique, sur le continent. On parle vraiment d'une grosse diaspora Oui, africaine. Hein. tout Je sais à que fait. j'étais, voilà, quoi, aussi en charge des diasporas. Il y a des choses qui se font, donc c'est vraiment ensemble dans une même direction à accomplir Absolument. un certain nombre de choses, quoi. Mais Oui, il faut se oui, refamiliariser aux fondamentaux, en fait. Il c'est faut ça. savoir vraiment d'où ça vient, voilà, et pour Et aller savoir puis, où l'on va et puis exactement, parce que se les Mhm, réapproprier aussi, c'est mhm, ça. Et c'est pas, ça ne peut pas simplement être un exercice intellectuel. Il mhm, faut vraiment se réapproprier, réafricaniser notre conscience quelque part. totalement, Mais c'est vrai, j'ai beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Chaque fois que j'y vais, que je vois toute cette jeunesse africaine, et même qui m'écrit, et en Guadeloupe aussi, j'ai beaucoup d'espoir. Je vois que les choses sont vraiment en train de changer. Et, et ça me fait vraiment plaisir parce que je sais que demain sera différent d'aujourd'hui. Je n'en doute pas. oui, voilà. Merci. Merci infiniment. C'est moi, Merci, merci. merci. Merci beaucoup, merci Linda, merci Christelle, Merci, merci infiniment professeur Amamazama. C'était un bel entretien, un bel échange. merci beaucoup. Merci de
de cette espérance que vous avez toujours et puis du travail essentiel que vous faites. Et vous avez lancé une belle idée effectivement à cette question, comment effectivement faire rayonner davantage les femmes Ouais, en sciences, les femmes chercheurs. Eh bien, ouais, pourquoi pas, ça peut commencer par une revue scientifique à l'échelle internationale et absolument. c'est une très belle chose. Mais merci infiniment C'est et moi. Merci bon beaucoup. courage. On mettra, bien sûr, lors de la diffusion de cette émission, on mettra les liens pour pouvoir se connecter à l'ICAD afin que tout un chacun puisse être en pleine conscience, effectivement, de ce que c'est que la camitologie, le panafricanisme, enfin bref, notre histoire, nous réapproprier tout cela, l'afrosensibilité, et voir comment développer effectivement le continent nous-mêmes à travers nos propres mots, notre propre savoir et nos connaissances multiples et variées. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Merci à tous. Peut-être. Et puis, bon, OK. ouais, l'histoire de